Bon, Vanvin, dis-nous un petit peu, c'est quoi la différence entre formateur et coach? Alors, la différence entre formateur et coach, c'est la manière dont ils aident les gens à développer leurs compétences. Le formateur, en fait, il apporte le savoir, il apporte la matière, il apporte des nouvelles données, des nouvelles pratiques, des nouvelles théories à la personne qui veut développer ses compétences. Donc, la personne acquiert des nouvelles compétences parce qu'elle les a apprises. Tandis que le coach, c'est subtil, mais le coach, il aide quelqu'un à développer ses compétences sans lui apporter de savoir. Donc, pour être coaché, il faut que tu connaisses. Mais ce qu'il y a, c'est que tu ne te sens peut-être pas encore tout à fait à l'aise dans tous les cas, ou tu vois, parfois tu ne trouves pas ton chemin. Et donc, le coaché va apprendre pendant le coaching à comment réfléchir autrement, peut-être, comment aborder les choses différemment, pour pouvoir trouver des solutions qui sont les siennes, là où le formateur va donner ses idées à lui. Parce que voilà, je transmets mon savoir par rapport à ce que moi, par exemple ici, ce que je t'explique maintenant, c'est ma vision à moi. Quand je coach, ma vision à moi, on s'en fout. C'est la vision du coaché qui sera importante. Voilà, c'est une différence entre les deux. Comment est-ce qu'on apprend à devenir formateur? Et même chose, comment est-ce qu'on apprend pour devenir coach? Alors, pour être formateur, je vais commencer par ce qui n'existe pas. C'est qu'il n'y a pas de formation académique pour devenir formateur. Donc, tu peux suivre des cours en études supérieures ou à l'UNIF pour devenir prof, instituteur. Ça s'apprend. Il y a des diplômes pour ça. Il n'y a pas l'équivalent pour être formateur. Donc, pour moi, ce sont quand même deux métiers différents. Prof et formateur, c'est pas la même chose, donc tu n'as pas de cours académiques pour ça. Par contre, tu as des écoles, des cursus que tu peux suivre comme ça qui apprennent à devenir formateur. Mais pour moi, on devient formateur d'abord parce qu'on a envie de transmettre des choses. Donc, si tu es quelqu'un qui ne transmet pas ce que tu sais, tu vois, qui fait du job protection ou des choses comme ça, voilà, devenir formateur, ça va être hyper compliqué. Donc, tu as envie de transmettre et tu aimes, tu aimes bien faire ça. Tu vois, en communication, tu es à l'aise devant un groupe, tu es à l'aise. Après, la pédagogie, bon, ça s'apprend. Hein, donc, c'est des choses que tu peux apprendre. Tu as tes exemples de formateurs. Moi, j'ai été formée sur le tas et j'ai été formée en suivant des formations. Donc, j'ai eu un modèle, enfin 10 modèles. Je ne sais plus combien j'ai eu de formateurs, mais euh, et j'ai été chercher chez l'un, chez l'autre ce que j'aimais bien. Ça me plaît, ça me plaît moins. Et c'est comme ça que j'ai construit ma manière à moi de donner formation. Par bons exemples, je reproduis et exemples moins bien, pour moi en tout cas, que j'essaie de ne pas reproduire. Donc, voilà, tu peux apprendre à devenir formateur, à la limite sur le tas. Tu vois, pour peu que tu aies déjà des bonnes capacités de communication à un groupe, de gestion de groupe et des choses comme ça. Voilà, il y a une pédagogie quand même, mais voilà, ça peut s'apprendre. Devenir coach, là pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que c'est finalement plus technique. Formateur, si tu connais la matière que tu transmets, si tu as des bonnes capacités de communication, tu peux faire un chouette formateur. Voilà. Coach, il y a des techniques de coaching pour que justement tu fasses du coaching et pas de la formation, parce que je connais certains formateurs qui deviennent coach et qui en fait ne sont pas coach, ils sont formateurs plus que coach. C'est plus de la formation individuelle alors ils appellent ça coaching, mais c'est pas la même chose. Coach, là tu as besoin d'être formé pour devenir coach, parce que c'est voilà, c'est très très spécifique, c'est des techniques vraiment très très spécifiques. Et voilà, en fonction de ce que le coach veut faire, s'il veut avoir ce que moi j'appelle le cachet sur la fesse, là il faut passer par des formations certifiantes, voilà, qui durent un peu plus longtemps, qui coûtent évidemment plus cher, mais où tu as alors à ce moment-là une certification de coach. C'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai une certification de coach, mais tu peux apprendre à devenir. Je forme des gens à devenir coach, mais sans leur apporter la certification. Parce que ça, j'ai pas fait le parcours pour devenir coach certifiante, ça m'intéresse pas. Mais voilà, mais là, il y a quand même des techniques beaucoup plus précises que formateur. Voilà, donc c'est un parcours quand même un peu différent. Quelle est la qualité principale d'un bon formateur? Et même chose pour le coach, quelle est la qualité principale pour être un bon coach? Alors, pour être un bon formateur, tu m'as déjà posé cette question-là. Je pense que je vais chaque fois répondre la même chose, c'est l'adaptabilité. Parce qu'il faut être capable, en tout cas moi, et c'est ce qui différencie, selon moi, un prof d'un formateur, c'est que je suis un formateur qui s'adapte à chaque groupe, à chaque participant. J'ai un contenu, fatalement, hein, j'ai quand même un contrat que je signe avec l'entreprise par rapport à un contenu, ce que j'appelle mon fil rouge.
mais je dévie assez bien. J'ai peut-être préparé quelque chose, j'ai peut-être préparé un exercice, mais je vais peut-être pas le faire si je me rends compte que à ce moment-là, ce jour-là, pour tel participant, c'est pas le meilleur choix. Et donc, je vais faire autrement. Voilà, donc il faut s'adapter. Pour moi, la vision que j'ai d'un prof, c'est peut-être parce que c'est ceux que j'ai eus, hein, j'en ai qui, pour moi, étaient plus formateurs que profs, mais si je prends ceux que j'ai appelés des professeurs, voilà, ils ont leur cours est établi, ils ont d'ailleurs un journal de classe hein, qui reprend leur cours, ce qu'ils ont prévu à la première heure, deuxième heure, troisième heure, et voilà, ils doivent s'y tenir. J'ai l'impression qu'ils s'adaptent moins. Ils vont parfois adapter leur manière d'expliquer à un élève ou à un autre, mais fondamentalement, ça reste la même chose. Donc l'adaptabilité pour moi est importante. Un groupe n'est pas l'autre, et même si c'est la même formation, c'est jamais la même. Et pour le coach? Eh bien pour le coach, adaptabilité. Pas sur les mêmes choses, mais en fait, quand tu fais une formation, tu as ton film, tu peux te préparer. Si tu n'es pas à l'aise au début, bah, tu suis ta trame, et tu es plus prof alors, hein, tu suis ta trame. Voilà. Quand tu es à l'aise, tu peux dire le premier jour, je vais faire ce que j'avais prévu le deuxième jour après-midi, et voilà, c'est pas très grave. Quand tu es coach, tu n'as pas de contenu. Tu n'as pas de contenu. Donc, tu dois t'adapter à la vitesse de raisonnement du coaché, tu dois t'adapter à, pas simplement à sa vitesse, mais à son style de manière de réfléchir, tu vois, tu dois t'adapter. Donc, un coaché n'est pas un autre, et tu ne sais pas, en fait, ce qui va se passer. Tu ne sais pas, tu as un point de départ, tu as un point d'arrivée qui est l'objectif à atteindre, mais entre les deux, voilà, donc c'est clairement de l'adaptation avec une rigueur au niveau de la méthodologie. Voilà, ça c'est pour le coach, adaptation aussi. Quel est le plus difficile pour toi? Est-ce que c'est faire de la formation ou le coaching? Alors là, je vais mettre un joker. Je ne vais pas parler de plus difficile, je vais parler de plus énergivore, plutôt parce que voilà, les deux sont faciles, mais c'est parce que je les fais depuis longtemps. Donc voilà, c'est pas pour ça que c'est simple, hein, mais voilà. Par contre, la formation, je le sens maintenant, la formation est fatigante. En tout cas, dans ma manière à moi de former, je m'étais dit, après le Covid, je m'étais dit, je vais donner moins d'énergie quand je donne formation, je vais être plus calme, voilà. Voilà. Enfin, je veux dire, je suis pas comme ça, donc voilà. Moi, quand je donne formation, c'est très énergivore au niveau physique, parce qu'au niveau matière, ma matière est là, et donc même si je dois encore préparer mes cours et revoir mes cours, ma matière est là. Donc, mais physiquement, c'est fatigant parce que tu dois porter le groupe parfois, parce que tu as des groupes qui sont un peu plus passifs. Parfois, tu dois freiner le groupe parce que tu en as certains qui veulent aller plus vite que d'autres. Enfin, et tu apportes beaucoup de choses, donc c'est assez fatigant physiquement. Tu es debout aussi, hein, enfin, voilà, faire attention à tout le monde. Enfin, voilà. Quand tu es coach, c'est moins fatigant physiquement. Donc, quand je fais du coaching, rien à voir. Physiquement, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est plus fatigant mentalement parce que il faut être. Alors, je suis attentive aussi en tant que formateur, hein, parce que tu rebondis sur ce qu'ils disent. Mais quand tu es coach, tu as une personne, parce que moi je parle de coaching individuel ici. Hein. Quand tu es coach, tu as une personne face à toi. C'est important que tu sois attentive, dans mon cas, à tout ce que la personne dit, parce que je joue miroir pour elle. Donc, si je loupe quelque chose qu'elle a dit, ou si je loupe un mot qui revient souvent, ou si je loupe une contradiction dans ce qu'elle dit, enfin, des choses comme ça, je ne vais pas pouvoir l'aider autant que si j'y avais fait attention. Donc, c'est plutôt en question de fatigue physique pour la formation et fatigue mentale pour le coaching. Voilà, ce sont deux approches très très différentes. Très, très différentes. Sur quel élément peux-tu te baser pour dire que la formation est réussie? Et bien entendu, la même chose pour le coaching. Alors, une formation est réussie pour moi si, au terme de la formation, les participants ont une réponse à l'attente qu'ils m'avaient formulée en début de formation. Donc, quand je démarre une formation, je fais un tour de table pour que les gens m'expriment quelles sont leurs attentes en venant en formation. On pourra en reparler par rapport à la motivation à venir à une formation, mais ici, je prends ta question. Quelles sont vos attentes? Les gens formulent leurs attentes. Moi, adaptation, je réfléchis alors, tiens, quel exercice est-ce que je pourrais vraiment faire? Bon. Et pour moi, la formation est réussie. C'est à la fin de la formation, quand je fais un tour de table sur, voilà, qu'allez-vous mettre en pratique concrètement dès demain matin? Les gens ont une réponse. Alors, je ne leur demande pas, et ce n'est pas nécessaire qu'ils aient 15 trucs, hein, mais s'ils ont une idée sur laquelle ils peuvent construire quelque chose et démarrer un plan d'action et
résoudre un problème ou encore améliorer quelque chose, enfin, je sais pas, des choses comme ça, la formation, pour moi, elle est réussie. Le coaching, c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'il y a un contrat de coaching entre le coaché et moi. Donc, je ne démarre pas un coaching s'il n'y a pas d'objectif de coaching. Voilà, donc, tu me contactes parce que tu as un problème, une problématique, quelque chose que tu voudrais résoudre, ou tu voudrais améliorer quelque chose, ou tu voudrais te préparer pour un examen ou une promotion, un truc comme ça. On va établir un contrat de coaching dans lequel il y a donc l'objectif que toi tu vises. Et à la fin du coaching, tu évalues si ton objectif est atteint. Donc voilà, c'est plus simple. Si c'est pas toi le demandeur, mais c'est ton responsable, parce que tu es plutôt dans une grosse structure où c'est dans ce cas-là, il y a aussi un contrat de coaching qu'on fait en 3 parties, enfin avec trois parties plutôt. Toi, moi le coach et ton responsable. Et là, le point de départ, c'est soit il y a eu une évaluation qui a été faite en fin d'année, tu te rends compte avec ton responsable qu'il y a une compétence qui manque, qu'est-ce qui va se passer? Le coaching va aider à atteindre ou à acquérir cette compétence-là, ou à développer cette compétence-là, ça peut être un cas, mais ça peut être aussi que tu as envie de développer toi une compétence dont tu n'as peut-être pas encore besoin dans ton taf aujourd'hui, mais dans ta gestion de carrière ou autre chose, et donc voilà. Et donc là, on établit un contrat de coaching avec ton responsable, et en fin de coaching, on analyse si le résultat est atteint. Ce contrat est aidant pour moi aussi pour voir s'il n'y a pas d'objectif caché dans le coaching, tu vois qu'il n'y a pas une attente non exprimée de la part du N+1. Non, ça on va pas accepter. Et je terminerai par une question aussi. Toi qui fais ça depuis des années maintenant, qu'est-ce que tu préfères? La formation ou le coaching? Alors, je vais pas répondre maintenant parce qu'il y a du bruit là, donc on va faire un pause. Qu'en est-il au niveau de la gestion de la motivation? Parce que je pense que c'est une question clé en formation et en coaching aussi. Bon, pour le coaching, les gens sont motivés parce que c'est eux qui sont demandeurs. Donc généralement là, il y a pas de souci. En formation, c'est encore un gros problème, je trouve, de la formation. Ça arrive encore trop souvent. C'est qu'en fait, les entreprises aimeraient bien que ce soit les formateurs qui motivent leurs collaborateurs, mais c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de développer des compétences. On ne doit pas se suppléer au rôle d'un responsable d'une entreprise qui n'arrive pas à motiver. Donc, ce n'est pas rare que quand je fais un tour de table sur pour quelles raisons vous êtes-vous inscrit ou pour quelles raisons êtes-vous là, j'ai encore des personnes qui répondent je sais pas, moi je suis là parce qu'on m'y a inscrit, voilà, c'est obligatoire. On avait encore besoin de 3 heures de formation pour nos heures obligatoires. Voilà, telle date, il y avait ça qui se donnait, on est venu. C'est quoi le sujet d'ailleurs? Donc voilà, donc ça, d'abord, c'est pas très motivant pour moi, enfin pour nous formateurs, mais c'est un mauvais signe parce que ça veut dire que les responsables envoient en formation des gens sans avoir discuté avec eux du pourquoi de la formation. Donc moi, je vais pas les motiver par rapport à soyez contents d'être là, enfin je sais pas tout quoi, c'est pas ça. Moi, mon rôle, c'est de développer une compétence. Donc, ce que je souhaite, moi, pour ces personnes-là, et c'est l'avantage dans les matières que je donne, ça peut aussi bien être utile au niveau du boulot que du privé, c'est que j'espère que 1 heure après le démarrage, ils aient vu qu'ils allaient pouvoir apprendre quelque chose et qu'ils arrivent à se motiver en se disant « Ah ben finalement, c'est quand même utile pour moi. » Donc voilà, ça c'est ce que moi j'espère. Mais je ne suis pas là pour motiver les personnes. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Donc voilà. Maintenant, heureusement, dans la majeure partie des cas, les gens sont là parce que soit ils se sont inscrits eux-mêmes parce que c'est proposé par leur entreprise, soit parce qu'ils ont trouvé sur mon site, enfin, ou quelque chose comme ça, ou suite à une discussion dans un entretien de fonctionnement. Donc, heureusement, c'est quand même assez souvent comme ça. Mais alors, la motivation des gens, oui, il y en a qui viennent parce qu'ils sont motivés, ça les sort d'une journée de boulot. Hein, donc, et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être une petite bouée d'oxygène. Donc, il y en a qui sont motivés parfois juste par ça. Il y a un repas qui est offert, c'est dans un chouette cadre, la formatrice est sympa. Je sais pas, tu vois, ce genre de choses-là. Mais non, la motivation à venir en formation, c'est soit la personne qui l'a pour elle-même, soit c'est en discussion avec son responsable. Mais c'est pas à nous, formateurs, de motiver les gens à être présents en formation. Pas... Je me suis toujours mis un honneur, c'est quelque chose où j'aurais été horrifiée si j'avais eu des gens qui, après la pause, auraient pris un prétexte bidon pour sortir de la salle. Je sais que je me suis promis ça il y a des années, après avoir vu ça en formation, des gens qui avaient quitté une formation à 10h30, et je m'étais dit « Ah non, ça, jamais ». Donc, j'essaye vraiment dès le début de faire quelque chose pour que les gens qui n'étaient peut-être pas motivés au départ se disent « Allez, ça vaut la peine que je reste, quoi ». Voilà, ça c'est...
Ça, c'est pour mon aspect. Et in fine, peut-être une question aussi à 100 000 $, qu'est-ce que tu préfères finalement? C'est de la formation ou du coaching? Alors, j'aime bien les deux. C'est deux choses très, très différentes. J'avoue avoir une préférence pour la formation, parce que voilà, c'est plus dynamique. Je rencontre plein de gens, et puis j'aime bien apporter des choses. Donc voilà, c'est gai. Maintenant, ce que j'aime bien dans le coaching, c'est la gratification. En fait, tu as plus de gratification avec le coaching. Parce que le coaching, tu vois les gens évoluer, parce que déjà, ça se fait sur 3, 4, 6 mois, parfois un an, et tu vois que la personne évolue. Donc, c'est très gratifiant de te dire, alors c'est elle qui fait le taf, hein, mais de me dire que j'ai peut-être été un élément déclencheur qui a fait que la personne développe certaines compétences ou a plus confiance en elle, ou c'est des choses comme ça. Et donc ça, c'est très, très gratifiant, parce qu'en formation, les gens généralement sont très contents, parce que bon, là, je donne très bien formation, donc les gens sont très contents. Mais après, j'ai toujours ce point d'interrogation. Allez, ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient mettre en place, est-ce qu'ils ont su le mettre en place? Ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre en place, est-ce qu'ils ont pensé à le mettre en place? Enfin, tu vois, tu reviens d'une formation, le lendemain, tu as 25 000, enfin 25, 45 000 pour certains non lus, tu as 27 post-it de collègues qui ont dit merci de t'occuper d'eux. Donc, même si à 17h, la veille, tu avais dit voilà, je vais faire ça et je vais modifier ça, et vraiment, hein, tu en es intimement convaincu, le lendemain, tu es repris dans ton quotidien de boulot. Et ah oui, c'était quoi encore qu'on avait? Ah oui, voilà, tu vois, il n'y a pas de suivi avec une formation, ou trop peu souvent. Donc, j'essaye vraiment de dire à mes clients, 3 mois après, 6 mois après, on fait un suivi, même de 2 heures, je m'en fous, quelque chose, mais tu vois, pour que les gens. C'est un petit peu comme les devoirs. Tu vois, si tu donnes des devoirs à un gosse et que tu lui dis que c'est pour dans 3 mois, ou dans un mois, on a connu ça, toi et moi. Ah oui, j'ai combien de temps? 30 jours et ça va. Et en fait, on fait ses devoirs 2 jours avant. Si tu donnes des devoirs sur une semaine, ta probabilité qu'il en fasse tous les jours est plus grande. C'est un peu la même chose en formation. Si tu fais un suivi dans un an, ouais, ça va, on se voit dans un an, j'y penserai dans 9 mois. Si tu dis qu'on se voit dans 3 mois, voilà, le nombre de fois où tu peux tester un outil et le mettre en place, c'est pas tous les jours. Donc, voilà, mais c'est moins gratifiant dans ce sens-là. C'est plus gratifiant dans les merci que tu reçois ou des choses comme ça. On ne reçoit pas des balotins de pralines comme les instits en fin d'année, hein. Mais le merci, c'était chouette, tout ça, c'est chouette, hein. Mais l'input que j'ai pu leur donner et ce qu'ils en font, je le vois moins en formation. Ok. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je t'en prie.